Donc, bonjour, monsieur Bembe. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder aussi rapidement un entretien qui sera mené avec mon collègue Moulo Didir, coordonnateur du secteur Vivre Ensemble du Sans Justice et Foi, un organisme québécois d'analyse sociale fondé par les Jésuites. Donc, monsieur Bembe, pour ceux et celles qui nous écoutent, vous êtes philosophe, historien, politiste, théoricien du postcolonialisme et enseignant à l'université de Witwatersrand de Johannesburg en Afrique du Sud, également à l'université de Duke aux États-Unis. Et vous êtes camerounais. Vous êtes aussi avec Felwine Sarr, fondateur des Ateliers de la Pensée, l'école doctorale internationale qui se réunit à Dakar et qui rassemble des personnes d'Afrique et de la diaspora qui réfléchissent sur les questions évidemment de l'Afrique et même qui vont au-delà du continent en fait. Et vous avez reçu de nombreux prix, dont celui en 2018 de Hans Bloch, le prix culturel exceptionnel en Allemagne, qui est décerné à tous les 3 ans par la ville de Ludwigshafen afin d'honorer le travail scientifique et littéraire exceptionnel dans lequel vous excellez. Et vous avez écrit aussi de nombreux articles et publié de nombreux ouvrages traduits à plus de 20 langues, dont le tout dernier Brutalisme, publié aux éditions La Découverte. Brutalisme qui est un état des lieux des paradoxes de la société du XXe siècle et des conséquences politiques de ce nouvel ordre mondial, donc fondé sur le capital, le numérique et le digital qui a pris tellement de la place avec cette pandémie, et évidemment aussi qui s'interroge sur les aspirations animistes, mais des aspirations qui ne sont plus sur le culte des ancêtres, mais plutôt qui mettent de l'avant le culte de soi et des multiples objets. Donc, ces enjeux sûrement reviendront dans cet entretien que vous ferez avec mon collègue, qui va porter entre autres sur le désir nègre de l'humanité et des enjeux sur le désir d'apartheid qui taraude les dominants, que vous évoquiez déjà dans la critique de la raison nègre parue en 2013. Donc voilà, je vais donc vous laisser aux mains de mon collègue. Donc, merci beaucoup, Achille. La première question, peut-être pour rentrer dans le sujet, dans la conjoncture, peut-être plus simple, c'est que vous dites que l'Afrique et la figure du noir sont un peu une sorte de laboratoire d'une politique des corps et d'une véritable brutalité aujourd'hui qui se manifeste notamment dans la brutalité policière. Mais le concept de brutalisme que vous développez, il est beaucoup plus riche, il n'est pas réductible à cette question des violences policières essentiellement, mais il en est une des plus grandes manifestations. Pourriez-vous donc élaborer et le mettre au crible de la conjoncture récente, s'il vous plaît? La conjoncture récente me paraît dominée par deux faits ou deux événements, deux forces majeures. D'une part, il y a évidemment cette pandémie, la COVID-19, qui est une pandémie planétaire dans la mesure où elle ne connaît pas de frontières. Elle s'attaque aux fonctions respiratoires de nos corps et elle a provoqué une espèce de pause contrainte dans le système mondial interconnecté qui est évidemment lui-même mu par un capitalisme en transformation permanente. Donc, d'un côté, le virus, appelons-le comme ça, et de l'autre, ce que vous-même vous avez appelé les brutalités policières. J'ai à l'esprit en particulier ce qui est arrivé récemment à George Floyd aux États-Unis, lequel a subi en direct, sous nos yeux, en plein jour, un calvaire apparemment inédit, mais un calvaire au fond qui n'aura eu cesse de se répéter
depuis au moins 400 ans, puis l'arrivée des descendants d'Africains dans ce que l'on a appelé le Nouveau Monde. Et il me semble que ces deux événements, ces deux moments clés de notre conjoncture remettent en commun, en tout cas, de remettre en question l'idée même du vivant. Non seulement l'idée d'un corps qui bouge, qui respire, qui est en vie, mais l'idée même du vivant dans la mesure où, aujourd'hui, ce à quoi l'on assiste, c'est un antagonisme, je dirais, foncier, d'une part l'économique et de l'autre le vivant. Dans la mesure où l'économique n'est plus au service du vivant, dans la mesure où notre monde est engagé dans un processus, je dirais, de combustion qui attente à nos capacités de respiration. Donc, si vous voulez, voilà une des manières pour moi de lire le moment que nous vivons. Mais je ne m'arrêterai pas à ces deux constats. Je voudrais en ajouter un troisième. C'est tout de même l'émergence progressive de ce que l'on pourrait appeler une conscience planétaire. Le calvaire de George Floyd a donné lieu, nous le savons tous, à un mouvement de protestation que l'on retrouve partout aujourd'hui, dans presque chaque pays. Il faut espérer que ceci annonce, disons, l'entrée dans une nouvelle ère de conscience que j'appelle planétaire. Alors justement, dans vos travaux à Achille Mbembe, vous dites très bien que l'Afrique a fait l'expérience de la catastrophe depuis longtemps. Et comment distinguer justement, dans votre perspective afropolitaine, ce qui relève des brutalités subies par l'Afrique et la figure du nègre? Parce que dans une perspective panafricaniste, justement, qu'il s'agit de construire, il s'agit de prendre en compte la richesse des dimensions africaines, qui ne sont pas réductibles à la figure du nègre. Dans vos travaux, on oscille un peu entre la figure africaine et la figure du nègre. Et juste préciser ça, et précisément justement dans votre façon de réfléchir ces corps frontières, pour reprendre un peu l'expression d'Étienne Balibar que vous utilisez, vous semblez nous dire que ces corps qui sont brutalisés sont toujours des corps qui sont toujours posés en excès. Ce sont des corps superflus. Et le racisme, c'est justement ça. C'est ce supplément intérieur du nationalisme. Donc, pourriez-vous être un peu plus précis sur ces questions-là pour que nous distinguions un peu ce qui renvoie à l'africanité et ce qui s'envoie à la figure de la négritude, si vous voulez? Je dirais que d'un point de vue historique, ce que j'appelle le nègre, le noir, l'africain, d'un point de vue historique, tout cela est très lié. Il y a une difficulté qui ne date pas d'aujourd'hui à distinguer ces catégories. Lorsqu'on dit l'Afrique, les gens pensent tout de suite au noir. Or, dans la réalité, c'est pas tout à fait exact. L'Afrique n'est pas habitée que d'hommes et de femmes noirs. L'Afrique du Nord, par exemple, l'Afrique méditerranéenne, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Angola, le Zimbabwe, la Zambie, le Kenya. Au fond, l'Afrique réelle a toujours été un concentré de tous les peuples, de toutes les races, s'il nous faut utiliser cette catégorie. Non seulement elle aura été le berceau de l'humanité, dans la mesure où nous sommes tous des Africains, l'humanité est, à l'origine, elle est africaine. Très juste. Mais sa destinée, on souhaite qu'elle soit également africaine. Évidemment, cela exige qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et donc, c'est très difficile, historiquement, de faire ces distinctions. Or, si on veut comprendre quoi que ce soit aux dynamiques du continent et aux dynamiques du monde,
il faudrait à un certain moment opérer justement ces distinctions. Quant à la figure du noir, c'est-à-dire que dans la logique des races, le noir, c'est un marqueur, c'est une marque, c'est une trace. C'est la marque de quoi, sinon de ceux dont on pense qu'ils sont avilis, ils ont fait une expérience d'avilissement. Et que par conséquent, ils portent sur leur visage, leur corps, la trace de l'ignominie et du déshonneur. Cet avilissement, ce déshonneur et cette ignominie sont le résultat en particulier d'un fait historique précis qui est la mise en esclavage. La traite des Noirs, la traite atlantique en particulier, mais avant elle, toutes les autres traites, la traite transsaharienne en direction des mondes islamo-arabes, mais aussi la traite transocéanique indienne en direction de l'Asie. Et donc, cet événement historique qui implique toujours à l'origine déjà là un moment de déportation, de mobilité forcée, un moment de traversée d'espaces larges, que ce soit le désert ou l'océan, fait partie justement, je dirais, des stigmates, des facteurs stigmatisants de la figure des descendants du continent africain, mais surtout des descendants noirs du continent africain. Voilà un peu, je dirais, la trame qui non seulement se reproduit le long du temps, mais donne lieu justement à l'idée qu'il s'agit ici de corps que l'on peut brutaliser sans raison. Et c'est ce qui est arrivé à George Floyd et à beaucoup d'autres. On parle de George Floyd comme, disons, un exemple paradigmatique, mais le chapelet, il est très long et il ne date pas d'aujourd'hui. Justement, votre perspective sur l'Afrique, justement, c'est l'Afrique qui peut être justement le terreau d'une nouvelle pensée critique, justement. À partir de votre perspective afropolitaine, pourriez-vous nous expliquer justement cette part de remontée en l'humanité dont précisément ce travail afropolitain peut être le terreau, justement? Mais en fait, nous aurons passé les 400 derniers siècles, pas siècles, mais 400 dernières années, à faire valoir deux choses. Premièrement, à faire valoir notre humanité. Lorsqu'on consulte nos archives musicales, nos archives écrites, nos archives orales, le gros de la création africaine, nos énergies auront été mises au service de cette reprise de notre humanité, de la réhabilitation de notre humanité, l'affirmation toute simple selon laquelle nous sommes des êtres humains, comme tous les autres. Au fond, le gros de la production imaginaire et intellectuelle et artistique, elle aura été consacrée à répéter cette affirmation constamment. Ce qui est important, cela devait être fait, mais ce qui est dommage aussi parce que, imaginez un seul instant qu'une petite partie de cette intelligence a été consacrée à autre chose.
notre contribution au devenir du monde aurait été beaucoup disons, plus importante. Donc, réaffirmation de cette vérité. Une deuxième vérité, la réaffirmation du fait que nous ne vivons pas dans un monde à part. Nous sommes des ayants droit de cette planète, de cette terre, qui est la seule que l'humanité est, où la vie, en tout cas pour le moment, est pensable. Vous parlez de rapetissement du monde. Tout à fait. Or, et le colonialisme, et l'esclavage, et l'apartheid, et l'exploitation en cours, le pillage de nos richesses, se seront déroulés sur la base selon laquelle nous ne serions pas partie intégrante du monde. Le monde ne nous appartiendrait pas, au même titre que tous les autres humains. Et donc, ce que vous appelez l'afropolitanisme, c'est fondé sur, voilà son fondement. Voilà son fondement, la revendication d'une appartenance foncière au monde dont nous héritons tous ensemble, que nous devons partager si effectivement l'humanité doit durer. Parce que il n'est pas automatique que l'histoire humaine sur Terre dure. Il y a des conditions si nous voulons durer. Et une de ces conditions, c'est de partager le monde et donc d'en être responsable en commun. Or, pour le moment, tout semble indiquer que cela n'est pas le cas. Mais Achille Mbembe, une question peut-être plus politique qui est sous-jacente à ce que vous soulevez, qui est très intéressant, c'est que le racisme anti-noir prospère aussi sur le dos d'une Afrique qui n'est pas construite politiquement, qui est à genoux et qui ploie sous le jeu combiné de toutes sortes d'influences. Alors, comment est-ce qu'on peut justement faire ressortir cette part d'universalité, mais tout en prenant la mesure du projet politique qu'il suppose en sous-texte? Il suppose effectivement un projet politique qui est colossal. Voilà. Ce projet politique, au fond, aura animé toutes les grandes tentatives de reconstruction du continent. Il ne date pas d'aujourd'hui, ce projet politique. Le projet de faire de l'Afrique ce que j'appelle son centre propre, sa force propre. Beaucoup auront consacré leur vie à cet effort. À qui vous pensez, Achille Mbembe? Vous pensez à qui? Je pense à Marcus Garvey, je pense à Kwame Nkrumah, je pense à Cheikh Anta Diop. La liste, elle est très longue. Mais il nous faut reprendre ce projet parce que, malheureusement, la décolonisation dans les années 50, 60, 70 pour les colonies portugaises et plus récemment pour l'Afrique du Sud, la décolonisation ne s'est pas soldée justement par l'unification du continent. Il nous faut reprendre ce projet dans les conditions contemporaines qui sont beaucoup plus draconiennes que ce ne l'était, je dirais, dans les années 60. Il nous faut, par exemple, défrontiériser, c'est-à-dire moderniser, si vous voulez, ou alors abolir les frontières internes au continent. À un moment où, tout le monde le sait, aucun Africain n'est le bienvenu nulle part ailleurs dans le monde.
il nous faut pouvoir créer un lieu où nous n'ayons pas du tout à justifier de qui nous sommes, d'où nous venons, où nous voulons aller. Il nous faut créer un lieu de refuge pour l'humanité africaine, pour que ce que l'on a vu sur le trottoir à Minneapolis ne se répète pas. Et pour y arriver, nous avons besoin de ce projet politique. Pour le moment, il est porté davantage par les milieux artistiques, intellectuels et culturels, et pas suffisamment par les milieux, disons, politiques en tant que tels. Et cela est un défi. J'aimerais que vous expliquiez de façon plus précise comment vous articulez ce projet avec ce que vous avez appelé, et qui pourrait être très mal compris s'il n'est pas expliqué de façon nuancée, le désir d'Europe dont vous voulez que les Africains arrivent à s'expurger. Qu'est-ce que ça signifie clairement? Quoi, le désir d'Europe? Oui, je fais référence à un texte que vous avez publié dans le journal Le Monde. Oui, je vois très bien le texte. Ça nécessite une discussion. Il ne m'a pas causé autant de soucis que je le pensais au départ. D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut préciser ce que j'entends par là. Alors, vous en avez l'occasion. Alors, le fait réel, c'est que ceci ne s'applique peut-être pas à tous les pays, mais en tout cas la majorité de nos pays. Le fait réel, c'est que dans la plupart de nos pays, au cours des, je dirais depuis l'époque coloniale, pour faire court, on a assisté à une destruction systématique des milieux de vie. Cette destruction systématique des milieux de vie n'est pas seulement le fait du colonialisme, elle a continué au lendemain des colonisations, grâce à la complicité d'acteurs à la fois externes et internes. Cette destruction des milieux de vie a abouti à quoi? Elle a abouti au fait malheureux qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, s'ils avaient le choix, choisiraient de vivre hors de chez eux. Non seulement ils choisiraient de vivre hors de chez eux, mais ils sont prêts à courir des risques mortels pour pouvoir aller vivre ailleurs. Parce que l'essentiel, leur désir, le désir avec des majuscules, c'est-à-dire l'essentiel de leurs énergies, de leurs rêves, de leur capacité de projection, tout cela est capturé par un ailleurs. Un ailleurs qui l'atteindrait-il ne leur ouvrirait pas les portes du bonheur. Ils veulent aller vivre dans des endroits où, on le sait très bien, ils vont finir, à un moment ou à un autre, par être maltraités, par subir des discriminations, par devoir justifier pourquoi ils sont là. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Quand est-ce qu'ils vont partir? C'est ce que j'appelle le désir d'Europe. Oui, tout à fait. Dont une des conséquences est de faire de nous tous, des fuyards potentiels, des gens en fuite. Et donc, il nous faut poser la question, ça, que fuyons-nous? C'est la question qui suit, en effet, oui. Que sommes-nous en train de fuir? Et comment renverser cette tendance à la fuite? Comment prendre nos responsabilités et faire de nos pays des lieux de refuge, pas seulement pour les Africains, mais pour
l'humanité qui accepte de, disons, lier son destin au destin du continent. Voilà un peu, si vous voulez, les fondements, je dirais, souterrains de ce qu'on a appelé l'afropolitisme, l'afropolitanisme, si vous voulez. Donc voilà, l'Afrique, Mais je vous en prie, allez-y. l'afropolitanisme ne pourra émerger que si nous sortons justement de ce paradigme de la fuite. Alors, pour ceux et celles dont la part d'humanité a été volée à un moment donné de l'histoire, on pourrait dire que le recouvrement de leur part d'humanité passe par l'affirmation d'une dignité qui est souvent déniée, tout en affirmant la particularité d'une mémoire de la souffrance. J'ai ici en tête le travail, par exemple, La dignité ou la mort de Norman Nadjari, mais tel qu'on l'observe dans une partie de la critique de la raison nègre moderne que vous analysez, la proclamation de la différence n'est pour vous qu'un moment d'un projet plus large, vous dites, d'un monde en avant de nous. Et c'est dans ce monde-là que vous semblez inscrire votre projet et l'Afrique, par voie de conséquence, dans quelque chose qui est une destination universelle, un monde qui serait débarrassé du fardeau de la race, de la fermeture des frontières, du ressentiment, du désir de vengeance, qui est consubstantiel à toute situation de racisme. J'aimerais que vous livriez un peu plus largement votre réflexion sur ces éléments, qu'on retrouve justement dans votre livre paru Critique de la raison nègre en 2013. Comment est-ce qu'on peut faire de la promesse du monde de demain une promesse africaine, justement? Dire que je conçois, à la suite de beaucoup de nos aînés, la tâche de la réflexion critique, non seulement comme ayant une fonction analytique, il nous faut analyser, il faut dégager justement comment est-ce que les processus s'agencent, avec quelles conséquences, ainsi de suite. Mais la tâche de la critique, c'est aussi d'ouvrir des imaginaires. Et donc, il y a une fonction utopique de la critique que nous avons toujours pris au sérieux. Je dis nous, c'est-à-dire depuis des gens comme Aimé Césaire, des gens comme Frantz Fanon, dans la diaspora, des gens comme W.E.B. Du Bois, Angela Davis. Il y a toujours eu une attention, disons, portée vers cette ouverture d'un futur qui, au fond, sera toujours en avant de nous par définition. Et donc, le point de départ de cette sorte de critique, qui est à la fois analyse, témoignage et projection dans le futur, le point de départ de cette sorte de critique, c'est quand même la reconnaissance primordiale de notre appartenance fondamentale au monde. Lorsque vous lisez très bien des gens comme Fanon, ou Césaire, ou Senghor, ou Glissant, ou Maryse Condé, Sylvia Wynter et quelques autres, la réclamation principielle n'est jamais celle de la différence. La grande réclamation porte sur le fait que nous sommes des êtres humains comme tous les autres. Moi, ça me frappe beaucoup la présence de cette expression constante, comme tous les autres. C'est-à-dire qu'ils ne demandent aucun privilège, qui ne veulent pas plus que les autres, qui veulent juste être comme les autres. Et dans cette revendication d'une appartenance foncière au monde et à l'humanité. Le moment de la différence
que ce soit chez Senghor ou d'autres, c'est toujours au fond un moment de retrouvailles. On se retrouve en nous, mais pour mieux aller embrasser l'univers tout entier. Et c'est ainsi que je conçois effectivement la différence. Le problème dans notre monde actuel, c'est que la différence, l'idéologie de la différence, qui à un moment donné était une idéologie progressiste, parce que sur la base de la différence, on a réussi à inclure beaucoup de ceux qui avaient été marginalisés, les femmes, les colonisés, les noirs, ainsi de suite. Mais cette idéologie de la différence, aujourd'hui, dans les conditions d'un capitalisme devenu une machine de production du narcissisme, la différence est devenue un vecteur toxique de conflit. Et du coup, il me semble que cette critique des idéologies de la différence, elle est nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, eu égard aux menaces auxquelles nous faisons tous face, on a vu récemment, évidemment, à partir de positions très inégales au sein des ordres sociaux, il nous faut insister sur ce qui nous est commun, sur ce que nous partageons, sur la sorte de similarité essentielle et fondamentale qui fait de nous des semblables. Et je crois que ce retour à l'idée du semblable, je ne dis pas du prochain, je dis l'idée du semblable, elle est nécessaire s'il doit émerger une nouvelle conscience planétaire, comme beaucoup d'entre nous le souhaitent. J'aimerais juste vous introduire, pour le bénéfice d'un approfondissement de la discussion, la façon dont vous réfléchissez quelque chose qui est comme le concept de réparation. La façon que vous l'utilisez. Pour vous, Achille Mbembe, en plus d'être une catégorie économique, le concept de réparation renvoie au processus de ce que vous appelez le réassemblage des parts qui ont été amputées. Vous parlez de la réparation des liens brisés, de la relance du jeu de réciprocité, sans lequel il ne pourrait pas y avoir justement de montée en humanité. Mais j'aimerais que vous l'expliquiez tout en pointant l'option stratégique qui est nécessaire dans toute perspective de lutte au racisme, justement. Mais ce qui est intéressant avec l'idée de réparation, oui, ou même l'idée de restitution, il faudrait voir oui, c'est quoi le rapport entre les deux. C'est qu'au départ, et là je vais parler de façon très historique, au départ il y a une perte, pas n'importe quelle perte. On peut perdre je sais pas quoi, une chaussure et puis la changer le lendemain si on en a les moyens. Mais je suis en train de parler de ces pertes radicales, cet acte qui consiste à perdre quelque chose qui est de l'ordre de l'incalculable. Je veux dire que nous avons perdu, lors de notre rencontre avec le reste du monde, des choses que le monde ne pourra jamais nous rembourser. Le voudrait-il? oui. C'est ce que j'appelle les pertes de choses incalculables. Très juste. Alors, cela ne veut pas dire que parce que ce sont des choses sans prix, si on ne peut pas, elles n'ont pas d'équivalence monétaire, financière. Comment on va payer les 12 à 15 millions d'esclaves qui sont arrivés aux États-Unis, qui ont travaillé pendant 4 siècles à construire les États-Unis, sa richesse, sa puissance, ainsi de suite. Comment on va payer
tous ceux qui sont morts lors de la traversée de l'océan? Comment on va payer ceux qui sont morts lors des chasses aux esclaves sur le continent? Mais c'est tellement colossal, c'est incalculable. C'est sans prix. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas réclamer de réparation. Mais la réparation, la réclamation, ici, doit fonctionner comme cela qui ne pourra jamais être actualisé, mais qui pèse sur nous et nous oblige constamment à faire en sorte que cela ne se répète pas. Cela nous oblige indéfiniment. Cela nous inscrit de force dans un rapport d'obligation réciproque sans durée déterminée. C'est ça la puissance des liens de réparation. Et c'est dans ce sens que j'utilise ce terme, effectivement, dans la conclusion de Critique de la raison nègre et dans celle de brutalisme. Oui. Parce que le thème de la réparation revient dans brutalisme. Peut-être pour parmi les dernières questions, celle sur laquelle j'aimerais aussi que les auditeurs et les auditrices qui sont plus près de nous au Centre Justice et Foi et ici au Québec comprennent un peu mieux ce que vous dites quand vous utilisez l'expression suivante. Vous dites que la figure du monde de demain, c'est la figure du passant. Alors, face aux politiques de fermeture des frontières, face au raidissement, face aux politiques identitaires, face à ce raidissement, face à toute forme d'altérité, expliquez-nous un peu ce que vous entendez comme la figure du monde de demain, comme que vous définissez sous la figure du passant. Qu'est-ce que ça signifie clairement et qu'est-ce que ça préfigure au regard d'enjeux contemporains, notamment les enjeux migratoires? Alors, disons j'ai passé beaucoup de temps à lire Fanon. Oui. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un qui auprès de qui j'ai beaucoup appris. C'est un penseur de l'urgence, Fanon. Hein? Il n'a pas écrit dans des conditions qui... Un penseur de l'urgence. Vous le dites très bien, c'est un penseur de l'urgence, c'est-à-dire, l'urgence, c'est quoi? C'est cette espèce de moment au cours duquel on n'a pas le luxe d'attendre. Très juste, très juste. Il y a quelque chose qui doit intervenir et ça doit intervenir tout de suite. Parce que si ça n'intervient pas tout de suite, il y aura des pertes irrémédiables. Et Fanon s'inscrit justement dans cette pensée de l'urgence. Alors, chez lui, j'ai toujours été frappé par deux motifs. Le premier, c'est le motif de la respiration. Mais lorsque vous lisez Fanon, dans presque chacun des chapitres de ces textes, revient le terme respiration. Ça m'avait beaucoup frappé avant que, effectivement, des faits récents, aux États-Unis en particulier, mais aussi, là tout de suite, la COVID-19, ne remettent au centre de la réflexion à la fois le corps humain dans ses fonctions élémentaires et dans ses fonctions respiratoires. Donc voilà le premier motif. Alors, lorsqu'on dit respiration, c'est quand même le point de départ de tout et aussi le point d'arrivée de tout. Vous avez le premier souffle. Chez nous, lorsque un bébé naît, le premier geste, c'est de tapoter un tout petit peu et comme ça, le bébé il crie et on sait il respire, qu'il est en vie. Donc, premier geste, mais aussi dernier geste. Le geste ultime, lorsque le souffle, il est coupé.
et que le corps devient inerte et on rentre dans une autre temporalité, celle de l'après. Donc voilà le premier motif. Le deuxième, Fanon revient tout le temps sur des termes comme cheminer, cheminer ensemble, accompagner, la marche, la grande marche. Il utilise mais à foison des termes de ce genre. Or, le chemin, si on s'appesantit un petit moment sur l'image du chemin, surtout les chemins chez nous, je ne parle pas des grandes autoroutes, les chemins du village. Le chemin, c'est un peu comme la rivière, ça coule. Moi, je n'ai jamais vu une rivière qui décide à un moment donné, oh, j'allais vers le sud, maintenant je vais retourner au nord. Non, ça coule irrémédiablement. Et l'eau qui passe, ce n'est pas la même eau. Si vous arrêtez à un point déterminé d'une rivière, vous voyez l'eau couler, c'est jamais la même. Très juste. Et donc, cette affaire de passer, d'être de passage, du passant, ça me paraît être absolument fondamental dans toute réflexion sur l'en commun ou sur le semblable. Nous sommes là aujourd'hui, demain nous ne serons pas là. Et ceci s'applique à tous sans aucune distinction de genre, de race ou de religion. Nous sommes programmés pour ne pas être là demain. Et si c'est le cas d'un point de vue physiologique, biologique, organique, pourquoi ça ne le serait pas d'un point de vue politique? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas réimaginer les communautés politiques sur ces deux bases? Un, le droit universel à la respiration. Deux, le fait que nous sommes des passants et que par conséquent, des histoires comme les frontières, toutes ces histoires-là, au bout du compte, sont superfétatoires. Et donc, tout cela m'a aidé comme on le disait tout à l'heure, à réfléchir donc, à provisionner la dimension utopique absolument nécessaire pour les temps que nous vivons, qui sont des temps dystopiques. Le besoin d'utopie nouvelle est un besoin fondamental, aussi fondamental que le besoin de respiration. Mais sans catastrophisme, dites-vous. C'est ça, c'est l'antidote au catastrophisme et aux théories de l'effondrement. Parce que si vraiment il n'y a plus rien à faire, sinon à attendre la fin, mais pourquoi l'attendre? Mais fermons tout de suite. Or, nous ne pouvons pas en Afrique nous permettre ce luxe. Il faut rebâtir le continent, il faut qu'il redevienne un lieu de refuge pour tous les Africains et toute l'humanité qui veut lier son sort à notre continent. Merci beaucoup, Achille Mbembe. Je vous laisse au bon soin de ma collègue Elodie Ekobena pour peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup, Mouloud. Merci infiniment, Achille Mbembe. Merci beaucoup, M. Mbembe, de l'échange riche et de la profondeur de votre analyse. C'est sûr que ça nous prendra des jours et des jours avec la respiration qui s'accompagnerait de ça pour s'approprier le propos et puis pour y donner suite aussi concrètement dans ce que nous vivons actuellement et quels sont les défis qui nous appellent. Le dernier propos que vous avez élaboré sur la respiration, j'avais une autre par rapport à ça, mais comme vous avez déjà évoqué, je passerai dessus. Donc, en fait, ce que je retiendrai, ce qui m'a le plus frappé des propos, c'est cette revendication d'une appartenance foncière au monde et à la réclamation. Cette revendication à la dignité aussi que vous avez soulignée en disant, nous sommes tous des êtres comme tous les autres. Des êtres comme tous les autres. Et vous êtes revenu aussi sur tous les autres. Vous
Vous avez aussi parlé de l'image d'un partage du monde avec cette idée, non pas du prochain, le prochain qui est plus évoqué dans le christianisme, mais plutôt l'idée du semblable. J'aurais bien voulu vous entendre dessus. Et pour finir, il y a ce besoin fondamental de rebâtir, ce besoin fondamental de l'Afrique d'être un lieu de refuge, mais qui n'est plus un lieu de passants, qui n'est plus un lieu où nous allons passer et nous ne serons plus, un lieu à redéfinir, un lieu à repenser, un lieu à se fixer, parce que tout a commencé là il y a 4 siècles. Donc, je vous remercie beaucoup de cette richesse et pour nous, c'est un honneur. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Élodie, et bonne chance. Merci à vous tous. Et peut-être un jour, on se retrouvera face à face à Montréal. Bien sûr, bien Merci sûr. Achille Bébé. J'ai une pensée à mon vieux professeur Jean-Marc est là en vous entendant. Oui, c'était mon père, Jean-Marc. Oui, il habitait pas loin de chez moi où je suis présentement, dans le quartier, pas loin d'ici. Merci infiniment encore, Achille. Merci. Au revoir. Au plaisir.